Dans un premier temps, il y a eu des repérages faits sur Internet de tout ce qui est le Montana, de tout ce qui est le Canada, tout ce qui était ranch, tout ce qui était cow-boy, tout ce qui était ces ambiances. On s'est nourri de milliers de photos trouvées sur Internet. Et puis après, moi-même, en faisant le storyboard, par exemple, j'ai fait déjà des pré-repérages sur Internet. Par exemple, j'ai imaginé la séquence de la poursuite sur l'écluse parce que j'ai découvert sur Internet qu'il y avait des écluses à Montréal. Internet te permet d'avancer beaucoup plus vite et de tirer les fils d'une bobine. Et ensuite, tu as les adresses de tel musée à tel endroit, de tel spécialiste à tel endroit. Aujourd'hui, tu peux travailler à n'importe quel bout de la planète, c'est facile. C'est vrai que c'était un film un peu plus étrange que les autres, dans la mesure où on était tous un petit peu éparpillés dans des pays différents, que Jean-Pierre a lui beaucoup préparé au Canada, que moi j'étais à Paris. C'était finalement la première fois qu'on préparait un film ensemble sans être ensemble, ce qui est très rare. Et c'est ça qui était très chouette dans la recherche par rapport à Jean-Pierre, c'est qu'il nous envoyait régulièrement des photos de ses repérages. Et ça, c'est très inspirant. Parce que nous, on n'avait pas du tout idée de l'endroit dans lequel on allait se retrouver. Le premier lieu qui nous a, évidemment, sur lequel on s'est intéressé, c'était le ranch où vivait cette famille. On savait qu'on voulait la présence des montagnes très proches du ranch, qu'on voulait un endroit vraiment avec d'immenses étendues. Il fallait aller au pied des Rocheuses, de l'autre côté de la frontière. Et donc, très vite s'est imposé l'Alberta et les régions un peu plus au nord. Et donc, nous sommes partis en octobre, sachant qu'on allait démarrer la prépa du film en mars. On s'est dit qu'il fallait absolument aller repérer avant que la neige ne tombe. On était vraiment que tous les deux et la production, on a essuyé les grands froids, les grands vents. On a vraiment traversé des endroits absolument magnifiques. Jean-Pierre le dit souvent, les décors sont aussi photogéniques que les personnes. Quelquefois, tu as un coup de cœur. Je me souviens d'un endroit où on s'est dit, ça pourrait être ici, c'est magnifique. L'endroit était magnifique. Et puis le soir, en fait, en regardant les photos, eh bien, ça n'était pas photogénique du tout. Alors qu'à Willow Valley, il y avait vraiment cette force de ces collines qui sont complètement battues par les vents. Du coup, il n'y a aucune végétation qui pousse. Ça, c'est un ranch qui appartient à un milliardaire qui a fait fortune dans l'immobilier, qui s'est construit une maison sublimissime, mais qui est trop belle pour nous. Par contre, il est propriétaire d'un autre ranch, avec cette grange qui est très très belle. Il y a toutes ces petites cabanes abandonnées qui sont superbes. Sauf qu'il n'y avait pas la maison. Il y avait les montagnes, oui, voilà, c'est ça. Il y avait les montagnes et il y avait le ranch. Il y avait une maison à construire, voilà. People keep asking me, is this what you imagined in your head? And unfortunately, it's replaced my imagination. When you see a house like this, how can you imagine anything else? Shall we go on a little tour? Let's go on a little tour of my head. This is the porch, which is filled with camera equipment. It's unusual to have a porch filled with camera equipment because this is just a normal family, so I don't know why they have so much equipment around. We'll see if they're home. I don't know if they're home. T.E., Claire? No one's home. We can go in. That's fine. Great. This is one of those rooms where I walked into it and I almost had a small heart attack. For me to dream up this space that was a museum and then to actually have the space realized is a little bonkers, I think. It's crazy. This is perhaps my favorite part of the room. It's the sort of shrine to Wild Bill with these beautiful boots, and those are real guns. I love that the father was obsessed with Westerns, and he created this homage to the Western. And now, for a movie, for a Western, they've recreated this homage to the Western. Look how sad he is. And I feel like it's not just because he's dead. I think he has a sort of existential sadness about the way of the world. And he said, you know, I'm a mountain lion, but what will I be next? Maybe an ant, maybe a philosopher. Life is complicated. This is the Spivot kitchen where a lot of the magic happens. I feel like kitchens are important spaces of social collision and cohesion. There's something very beautiful about this house because it's, you know, they threw it up in a couple months and then they're going to take it down now, and it exists here and now and just now for this filming. Let's go out and look at the creek, shall we? There's something a little spooky about clothes on a line in a house that doesn't exist, for a family that doesn't exist, right? Because you see these clothes and, you know, you see the purple sports bra and you're like, well, who's that for if it's not for anyone? One of the crazy things about movies is that you shoot kind
contiguous scenes in completely different locations at completely different times. So the upstairs shots were all shot in Quebec, in Montreal, and inside a studio. I mean, for a year now, you stopped everything to prove the Tiger Mountain Sensibilities exist. Voilà, c'est génial ça. Je les sens, ils s'approchent, les Indiens. Ils sont tous derrière toi. Doucement, oh là. Slowly, slowly, my friend. Slowly. They actually took the stairs from the studio and brought them here. This is sort of, right now we're in the liminal space between reality and make-believe. It's a little bit Truman Show-esque, isn't it? With these, you know, down there is the family's kitchen, and I imagine like a team of observers sort of watching the family at work. Little details like this windmill here, you know, this wind turbine. For me, it's now so elemental. It's such an elemental part of the movie. But in the book, it didn't exist. And now, I guess I have two ranches in my mind. The book ranch and the movie ranch. Il y avait la maison, mais après il y a eu toute la partie train et gare. Et ça a quand même été aussi un sacré morceau. Et quand Jean-Pierre tourne, tu peux tirer, Pierre. Il peut pas accélérer pour aller dans les endroits intéressants parce qu'on va perdre toute la journée là en voyage. Non mais il ralentit là, je rate pas. On garde la même vitesse, sans ralentir là. On garde toujours à 25 miles. Tu m'entends Pierre ou non? Je t'entends, il ne peut pas aller plus vite, il est à sa vitesse maximale légale. Jean-Pierre m'a dit, écoute, vraiment, tu vas voir ce film-là, ça va être à mon avis un des films les plus simples que je vais jamais faire, etc. Tu vas voir, c'est un road movie super sympa, ça va être super léger. Comme un couillon, j'ai cru, Jean-Pierre. Donc voilà, alors j'aurais dû me méfier, Jean-Pierre Jeunet, canadien, 3D en anglais, ça sentait même vraiment les emmerdes. Au début, naïvement, j'avais imaginé une solution vraiment marrante, c'était de constituer le train de jeu avec les wagons de jeu, puis derrière d'accrocher un wagon restaurant pour l'équipe, pour la cantine, des wagons couchettes, et puis puis des wagons techniques, et puis j'imaginais que tout ça se promenait la nuit, qu'on arrivait le matin dans un nouveau décor et qu'on tournait la scène. J'adorais l'idée, tout le monde adorait cette idée. Bon, après, je me suis rendu compte, que les chemins de fer canadiens avaient absolument pas envie de faire notre film parce que c'est l'histoire d'un jeune garçon qui devient vagabond, donc surtout pas. Et puis surtout que le trafic des trains au Canada est intense. Moi, j'imaginais qu'il y avait un train de marchandises par jour, mais pas du tout. Ils sont tellement nombreux qu'ils s'arrêtent sans arrêt, ils se bousculent, on se croirait dans le métro, quoi. Il y avait une voie ferrée privée qu'on pouvait utiliser, qu'on avait repérée, mais en comparant 1000 fois les photos, etc. Et tout ça à la poubelle au dernier moment parce qu'on avait perdu l'autorisation. Donc il fallait encore une nouvelle fois s'adapter. Pour se rendre compte du nombre de wagons dont on avait besoin, on a d'abord acheté une maquette de train qui ressemblait vraiment à un jouet, mais avec des wagons assez grands. On les alignait avec mon caméscope, je les filmais comme si je faisais des plans d'hélicoptère. Et je me suis amusé sur iMovie à mettre du son dessus. Comme ça, on a pu déterminer le nombre de wagons. Avant même que Aline et son équipe d'éco les reconstituent, alors cette fois-ci en informatique, mais en 3D, où là on pouvait tourner autour, et là c'était évidemment beaucoup plus précis. Après, c'est toute l'histoire de Plate, puisque évidemment le train, on le filme au Québec, et les montagnes derrière, on les filme en Alberta ou en BC. Parfois, on filme le gamin sur fond vert et les plates en BC ou en Alberta. Donc, il faut qu'il y ait le même temps. Donc, c'est super compliqué. Là, le train, il sera en CGI, mais par contre, on met des vraies chèvres. I'm glad you're here. Me too. I'm glad you're here. Et alors, pour l'anecdote, ce qui est quand même drôle, c'est que j'ai tourné ce film, donc, qui est un film américain, et j'ai pas mis les pieds aux États-Unis. J'ai pas mis les pieds à Chicago, ni à Washington. C'est que de la deuxième équipe qui a été tourné ça. Sauf un jour, on était en repérage dans un décor, et il y avait un barbelé, et j'ai franchi le barbelé, j'ai fait 1 mètre derrière, et j'étais aux États-Unis. Et je me suis dit, si jamais on tournait dans ce décor, on pourrait mettre la caméra, on pourrait dire que c'est un décor qui était fait, un film qui a été fait en partie aux États-Unis. Finalement, on l'a pas utilisé.